Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence conjointe CEF-IBIS. On a l'honneur donc de vous présenter notre conférencière. Je vais commencer par la présenter évidemment, Dr. Joanne Pelletier, qui est en fait une écologiste quantitative qui travaille sur le forêt dans le contexte de changements globaux. Elle s'intéresse particulièrement aux effets des activités donc anthropiques sur les écosystèmes forestiers et à leur lien avec le changement global, les changements climatiques entre autres. Et pour le moment, son projet qu'elle va nous présenter, il s'agit d'un projet donc de partenariat collaboratif de Nature Conservancy et Cornell Atkinson Center for Sustainability aux États-Unis, où il explore donc le lien entre donc le forêt, énergie, le sol, le changement climatique en Afrique australe et les pays dans lesquels il travaille, c'est la Zambie. Et l'objectif donc de sa contribution à cette recherche est donc d'améliorer la compréhension de donc ces activités donc anthropiques avec les écosystèmes forestiers à travers le changement d'utilisation des terres dans le but donc d'atténuer le changement climatique, de maintenir les services écosystémiques et d'améliorer les conditions de vie évidemment des populations qui dépendent de ces forêts-là. Alors, comme background, Joanne, elle avait été annoncée comme une ancienne membre du CEF quand elle était à l'Université McGill, où elle a effectué donc son doctorat sous la direction de Catherine Potvin. Et j'ai l'impression qu'il y a eu aussi une collaboration avec notre ancienne doyenne, professeure Nancy Gélinas, quand elle a fait donc son travail de terrain au Panama. Mais avant ça, Joanne a travaillé aussi pour une autre organisation américaine, le Woodhull Research Center. Et je crois là, vous avez eu de la collaboration avec Nadine Laporte, je pense. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Oui, J'ai Nadine travaillé avec Laporte. elle. Oui, donc je crois que le projet en RDC était financé par le programme CARPE, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le programme CARPE qui a financé ça, je crois. Hein? Oui, okay. Pour une partie des projets, surtout en RDC. OK, CARPE. Mais Joanne a aussi travaillé sur un autre projet, Servir de la NASA, sur l'évaluation du carbone forestier en Afrique centrale et orientale. Alors, je vais laisser la chance à Joanne de nous présenter sa conférence d'aujourd'hui. La façon dont ça va fonctionner, donc Joanne va d'abord nous faire sa présentation et puis qui sera suivie donc d'une période de questions. On va utiliser donc le menu est sur votre plateforme Zoom. Raise your hand, et puis bon, on vous donnera la chance de poser votre question. Voilà, donc je donne la parole à Joanne de nous faire sa présentation. Merci. Bien, je veux remercier beaucoup professeur Cassa pour l'invitation et puis l'IBIS et le CEF pour l'organisation du séminaire. Je remercie tous les participants. Merci d'être ici. Je suis contente, je suis heureuse d'être avec vous pour présenter mes travaux de recherche. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est surtout mon travail de recherche en Zambie. Donc, comme professeur Cassa l'a expliqué. Donc, pour mes travaux, j'ai commencé à travailler en Zambie depuis environ 5 ans. Donc, il y a beaucoup de travaux que j'ai faits, surtout en collaboration avec le département de foresterie ou le gouvernement, donc en collaboration avec eux. Puis, plus récemment, mon travail, c'est vraiment aussi intégré
une approche différente, une approche interdisciplinaire en travaillant avec des économistes à l'Université Cornell, Michigan State University, et avec aussi un économiste zambien qui travaille au niveau de l'agriculture. Donc, je vais commencer à partager ma présentation avec vous. Bon, parfait. Donc, si, entre autres, les collaborateurs avec qui j'ai travaillé ici, donc je vais vous parler de la réduction de la déforestation en Zambie. Et puis, je vais amener les arguments pour vous montrer à quel point je considère que c'est un enjeu important qu'il faut prendre en compte. Donc, mon travail de recherche se fait, comme l'a expliqué professeur Kassa, sur un projet de partenariat collaboratif entre The Nature Conservancy et le Centre Atkinson pour le développement durable. Donc, si on regarde aux arguments globaux pour réduire la déforestation en Zambie, il y a évidemment la question des changements climatiques. Donc, c'est un argument important, le changement d'usage du sol est un des importants contributeurs au changement climatique. Et donc, c'est une source de gaz à effet de serre qu'on va vouloir atténuer. Donc, pour atténuer les changements climatiques, la Convention des changements climatiques a établi un mécanisme, le mécanisme de REDD, pour réduire les émissions provenant du déboisement et de la dégradation forestière dans les pays en développement. Sauf qu'à l'heure actuelle, les pays ont surtout accompli leur phase préparatoire pour pouvoir vraiment adhérer à des standards méthodologiques. Mais il y a comme eu une diminution de l'engouement et du financement pour avancer dans le domaine. Donc, si on regarde la Zambie, c'est situé dans l'Afrique australe. C'est aussi une région où professeur Kassa et puis Jean-Marc, que vous connaissez sûrement, qui va défendre sa thèse bientôt, travaillent, c'est l'écosystème Miombo. Donc, le Miombo couvre 7 pays au moins donc l'Angola, la RDC, la Zambie, la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi. Donc, c'est une zone d'environ 2,7 millions de kilomètres carrés. C'est une zone très importante. Si on parle de la Zambie, c'est un écosystème qui est quand même dominant. Donc, 70% des terres forestières est couvert par la forêt de Miombo. Puis, c'est une forêt sèche, mais située dans la partie mésique de la savane. Donc, c'est une forêt qui reçoit beaucoup de perturbations par les feux. En Zambie, c'est environ 60% des terres qui est forestée. Donc, c'est un pays qui a encore un grand couvert forestier. Sauf que la déforestation, elle est grande, un des pays avec le plus haut taux de déforestation, puis elle est aussi en accélération. Donc, quand on regarde un peu les émissions, c'est le contexte de la Zambie. Dans ma recherche antérieure, j'ai pu établir, en comparant des parcelles permanentes qui ont été remesurées, j'ai pu voir que le taux de séquestration des forêts surpasse les émissions qui proviennent de la déforestation. Donc, à l'heure actuelle, la Zambie est un puits de carbone. Donc, c'est important de le savoir parce qu'on parle beaucoup de déforestation, mais on parle moins du rôle que des forêts de Zambie au niveau global.
Mais il y a aussi beaucoup d'enjeux, d'arguments locaux ou régionaux pour réduire la déforestation. Et puis, ça, c'est vraiment des recherches, des résultats qui sont assez récents. Donc, c'est clair que les gens connaissaient les mécanismes encore, les évidences scientifiques n'étaient pas très étoffées. Donc, on sait que à cause du haut taux d'évapotranspiration, il y a un phénomène, les forêts aident au recyclage de l'eau, puis aident aussi à garder la température plus basse, plus fraîche en comparaison à d'autres utilisations des sols. Par exemple, tout récemment, cette année, une recherche a été capable de montrer en utilisant des images satellites en comparant les températures de zones forestées et déforestées, qu'il y a un grand effet de la déforestation sur les extrêmes de température. Donc, on montre qu'au niveau local ou régional, c'est vraiment, on peut voir qu'il y a un effet qui est aussi fort qu'une centaine d'années de réchauffement climatique sous le pire scénario. Donc, on voit les courbes en jaune ou orange, l'effet sur les températures par rapport aux zones qui maintiennent le couvert forestier. Donc, ça a été des comparaisons qui ont été faites pour différents endroits comme le Congo, l'Indonésie, puis le Brésil. Mais c'est une situation qui est quand même similaire pour d'autres secteurs. Donc, il y a cet effet-là, c'est un effet rafraîchissant puis, du climat. Donc, un autre aspect important des forêts, c'est les produits dérivés. Puis en Afrique, un des produits qui est très en demande, c'est évidemment les produits forestiers pour le secteur énergétique. Donc, sur cette carte, on montre le pourcentage total de la population qui dépend de la biomasse solide pour des sources de combustible solide pour pouvoir se chauffer ou cuisiner. Donc, c'est une source d'énergie qui est vraiment importante pour l'Afrique subsaharienne. Et donc, en Zambie et comme ailleurs, c'est les forêts qui vont fournir la principale source d'énergie. Donc, une des questions qui est très importante, c'est comment pouvoir réduire la déforestation. Donc, comment pouvoir sauvegarder les bénéfices pour l'atténuation des changements climatiques, mais aussi pour l'adaptation, parce que comme les températures vont augmenter, avoir une réduction du couvert forestier peut rendre les choses encore plus menaçantes ou plus critiques pour les populations qui vivent près des zones, dans ces zones-là qui ont été déforestées. Donc, si on regarde au niveau international, quels sont les moteurs de la déforestation, on voit qu'en Amérique latine et puis en Asie, c'est beaucoup mené par l'agriculture pour l'exportation. Donc, c'est l'huile de palme, c'est le bœuf, c'est le soya. Quant à d'autres, au contexte africain, c'est surtout l'agriculture de petits fermiers. Donc, ici, on l'appelle shifting agriculture, mais c'est surtout de l'agriculture de petits fermiers, donc les petits agriculteurs qui vont, à cause de la perte de fertilité des sols, vont avoir à bouger pour pouvoir maintenir la production agricole. Donc, une des questions sur laquelle j'ai travaillé, puis juste pour vous informer, cette étude dont je vous présente pour cette période
montre qu'il y a, pour la période de 2001 à 2015, il n'y a pas eu de réduction globale de la déforestation durant cette période, puis que la déforestation a plutôt bougé d'un endroit à un autre. Donc, une des questions critiques qu'on a voulu explorer spécialement pour le contexte africain, c'est de savoir si l'intensification de l'agriculture, spécialement au niveau de la culture du maïs, peut réduire la déforestation chez les petits producteurs. Donc, quand on parle de petits producteurs, c'est des gens qui ont entre 0,5 et 20 hectares de terre. Puis, pourquoi le maïs? Le maïs, c'est vraiment l'aliment de base en Zambie. Donc, c'est 99% des exploitations sont par des petits exploitants. 94% des surfaces cultivées sont pour le maïs. Puis, 18% des surfaces plantées est en maïs. Donc, le gouvernement de Zambie a lancé un programme de support pour les petits producteurs, un programme de subvention qui fournit des engrais inorganiques et des semences améliorées pour les petits producteurs, qui est vraiment axé sur le maïs. Donc, nous, on a voulu évaluer si ces politiques-là ou si ces approches d'intensification agricole peuvent avoir des effets bénéfiques sur la déforestation. Donc, pourquoi on est intéressé à cela? C'est parce qu'en fait, la littérature nous donne des vues très contrastées sur la relation entre l'intensification agricole et la déforestation. Donc, dans un premier cas, on a l'hypothèse de Borlaug qui nous dit que si les rendements agricoles augmentent, les prix vont diminuer et puis ça va avoir un effet épargnant sur les terres forestières. Donc, ça va réduire la demande pour les terres forestières et donc la déforestation. Par contre, on a aussi une autre hypothèse, l'hypothèse de Jevons, qui nous dit que si les revenus augmentent, les revenus des producteurs à cause d'un plus grand rendement, ça va offrir plus d'incitatifs pour déforester. Donc, qu'est-ce qui est la réalité sur le terrain? Donc, la théorie ne nous informe pas, donc on a besoin vraiment d'évidence pratique. Donc, c'est l'effort que moi et mes collègues avons tenté d'évaluer. Puis pour ce faire, on a développé une méthode c'est la première méthode qui a été utilisée de cette façon-là pour pouvoir tester l'effet sur la déforestation. Donc, ça s'appelle Small Area Estimation. C'est une approche statistique qui se traduit comme l'estimation pour les petites zones. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'utiliser des enquêtes de ménage qui se font, des enquêtes agricoles de ménage, donc une visite qui se fait chez les fermiers. Donc, on a utilisé la Zambie. Donc, si on voit la carte des zones qui ont été sélectionnées où il y a eu des enquêtes de ménage en 2012 et 2015, puis ces enquêtes de ménage-là ont couvert 16 000 ménages. Et puis, c'est vraiment de l'information très détaillée sur les pratiques agricoles et les applications d'engrais, de semences améliorées qui sont nos variables d'intérêt. Donc, nous, pour pouvoir couvrir tout le pays, on a aussi utilisé les recensements de population. Donc, ce qu'on a fait, l'approche statistique est en fait de comparer des variables qui se retrouvent dans l'enquête avec les variables qui sont dans le recensement et de prendre l'information qui est dans les enquêtes et de développer un modèle avec ces variables qui sont communes au recensement et à l'enquête. Donc, comme on a pour tout l'enquête, on a les quantités
d'application des engrais inorganiques et des semences améliorées. Ensuite, on peut prendre les mêmes prédicteurs et puis les remplacer dans le modèle et pouvoir prédire pour tout le pays, dans des petites zones, quel a été le taux d'application de ces engrais inorganiques et de ces graines de maïs, ces semences de maïs améliorées. Donc ça a été une innovation de cette recherche. Ensuite, ce qu'on a voulu voir, évidemment, c'est de voir l'effet de l'utilisation de ces intrants agricoles sur la perte forestière. Donc, on a utilisé les données annuelles de perte forestière développées par Ensign à l'Université de Maryland à 30 mètres de résolution qui est annuelle, donc entre 2001 jusqu'à nos jours, pour la période d'intérêt pour ce travail. Donc, on a aussi utilisé toute une série de variables géospatiales comme des sols, les provinces, la distance à la route. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard les variables d'intérêt. Puis, on a utilisé aussi des effets fixes, spatials et temporels sur nos modèles. Donc, je vous amène un peu sur les résultats ici. C'est une image satellite d'une zone de jachère, une zone de culture traditionnelle qui se pratique dans la province, Northern Province de la Zambie. C'est un type d'agriculture migratoire. Et puis, on voit à côté, on voit les jachères agricoles. Donc, les résultats qu'on a eus, ça a été très intéressant parce que les variables d'importance qu'on a trouvées, c'est vraiment l'utilisation de graines améliorées qui a une association négative avec la déforestation. Donc, plus les fermiers utilisent un taux d'application de graines, de semences améliorées, plus on dénote une réduction de la déforestation. Par ailleurs, ce n'est pas le résultat qu'on obtient avec l'utilisation des fertilisants. Donc, les fertilisants ont quand même un faible effet positif sur la déforestation au niveau national. Donc, il y a aussi les variables d'intérêt qu'on a testées. Donc, ceux qui étaient significatives, l'élévation distance à la route, la densité de carbone organique dans le sol. Évidemment important, c'est la couverture forestière. Donc, s'il n'y a pas de forêt, donc il n'y a pas de déforestation. Donc, c'est une variable importante. Et le pH. Donc, laissez-moi vous parler un peu de l'acidité des sols. Donc, quelque chose qui est ressorti de très important dans ces résultats, c'est l'aspect de fertilité des sols. Donc, on a pu identifier deux principales contraintes à la production agricole chez les petits exploitants. La première, c'est l'acidité, donc le taux faible pH des sols. Donc, ça, c'est l'acidité des sols affecte la disponibilité en cations dans le sol et puis l'absorption du phosphore par les plantes. Puis aussi, une autre composante très importante pour le rendement agricole, c'est le contenu en carbone des sols, donc le carbone organique dans les sols. Donc, je vais vous parler un peu de l'aspect d'acidité des sols. Ce qu'on a pu voir, donc en séparant le pays avec un seuil de pH, donc les pH des sols plus bas de 5,5 et plus élevés que 5,5, on voit qu'il y a vraiment un patron spatial pour le pays. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ça affecte la relation
à la déforestation. Donc, on n'a trouvé aucune relation en séparant les zones que vous avez pu voir, les zones administratives qu'on a testées. Selon le seuil de pH, on a remodélisé, puis on a pu voir qu'aucune des intrants agricoles était significatif. Par ailleurs, quand on regarde dans les zones de pH plus élevées, on voit que les fertilisants ont un effet positif sur la déforestation, alors que les semences améliorées, puis l'interaction entre les fertilisants et les semences améliorées ont une association négative avec la déforestation. Donc, il y a moins de déforestation quand il y a plus d'utilisation de semences améliorées. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est aussi un effet sur les rendements. Donc, on voit qu'il y a une différence significative, en fait, entre les rendements en maïs. La production est plus basse dans les zones de faible acidité, alors que c'est plus élevé dans les zones de haute acidité. Sauf que si on compare les taux de rendement avec ceux de la production globale, c'est encore très faible. Puis ce que le gouvernement veut faire avec son programme, par exemple, c'est que son programme de subvention d'intrants agricoles, c'est de pouvoir amener la production à 3 tonnes par hectare, 3 tonnes de maïs par hectare. Donc, on est encore bien en deçà de ce niveau. Puis ça serait en lien avec le manque de carbone, de matière organique dans le sol. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est pouvoir voir pouvoir un peu utiliser nos modèles pour voir qu'est-ce qui se passerait, tester des scénarios, qu'est-ce qui se serait passé sans intrants agricoles. Puis, on voit que l'application d'intrants de façon courante, là, actuelle, qu'on a quantifiée, aurait réduit la déforestation par 54% par rapport à un scénario sans intrants. Puis, si les fermiers utilisaient plus d'intrants, donc au niveau recommandé par le gouvernement, ce serait une réduction de 80% de la déforestation. Donc, pour conclure les résultats de cette recherche, on a pu voir que l'intensification agricole par les petits fermiers a un effet épargnant sur les terres forestières. On voit aussi que c'est vraiment mené par les semences améliorées par les petits fermiers qui associent avec une réduction de la déforestation. On constate que par les tests avec les scénarios qu'on a effectués, que sans l'utilisation d'intrants, la déforestation qui a été prédite aurait été double. Puis que si on adopte les pratiques recommandées au niveau d'intrants agricoles, on pourrait réduire davantage la déforestation. Puis que c'est vraiment l'utilisation des semences améliorées et la santé du sol qui sont vraiment clés là, pour une intensification agricole durable. Donc, on parle de pouvoir améliorer non seulement la sécurité alimentaire pour les petits fermiers, mais aussi de pouvoir vraiment réduire la pression sur les forêts qui viennent d'un manque de fertilité des sols. Donc, c'est quand même c'est important pour les politiques visant à réduire la déforestation, mais aussi pour la production agricole et la sécurité alimentaire des petits exploitants. Donc,
pouvoir voir ces liens-là, ça fait dire que si les fermiers africains auraient accès à une meilleure information qui est beaucoup plus adaptée aux conditions écologiques, il y aurait vraiment un effet gagnant-gagnant pour augmenter la sécurité alimentaire ou améliorer la sécurité alimentaire et puis réduire la déforestation. Donc, maintenant, je vais passer à un autre aspect que j'ai parlé, donc au niveau qui est un autre aspect de la recherche que j'effectue en Zambie, donc qui est vraiment sur un thème qui est important pour l'Afrique subsaharienne. Puis ici, on voit une carte de l'Afrique subsaharienne la nuit. Donc, ça a l'air vraiment d'une bonne place pour aller dormir. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'imagine qu'on voit les étoiles. Mais ça indique aussi l'accès à l'électricité. Donc, au niveau énergétique, l'Afrique est encore dépend encore beaucoup comme source de la biomasse. Donc, c'est l'énergie du bois. Donc, ici, on voit dans le graphique, c'est des données qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie pour les données de 2018. On voit que encore l'énergie, la source d'énergie qui vient du bois, c'est énorme. C'est encore dominant. Donc, c'est un enjeu assez criant parce que, oui, en théorie, l'énergie du bois est renouvelable. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, ces pays-là ont ces ressources. Ils ne doivent pas dépendre de l'extérieur. Donc, c'est des arguments assez intéressants pour le secteur énergétique africain. Par contre, pouvoir maintenir la durabilité dans le temps de la ressource, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc, à travers les recherches que j'ai faites en Zambie, c'est vraiment l'intérêt et aussi les inquiétudes de la population et au sujet de la production de charbon de bois. Savoir est-ce que c'est une source durable d'énergie. Quand on regarde, juste pour un peu vous expliquer la production de charbon de bois, donc c'est vraiment, le charbon de bois est produit dans le milieu rural, en forestier. Donc, s'il y a des producteurs, on coupe les arbres, on les empile, on les couvre de terre, puis on produit le charbon de bois. Ça prend environ peut-être une semaine avant de pouvoir ressortir les morceaux de charbon de bois qui sont ensuite emballés, puis qui s'en vont par camion vers la capitale. Parce que le charbon de bois, c'est surtout utilisé dans les zones urbaines. Donc, produit en milieu rural, consommé en milieu urbain parce que c'est beaucoup plus propre que le bois directement, ça émet moins de particules, c'est moins gros, donc c'est plus facile à transporter et à stocker. Puis aussi, c'est pour le milieu urbain, c'est vraiment c'est abordable, c'est une source d'énergie qui est constante, qui est comparativement à l'électricité. Des fois, il y a beaucoup de pannes d'électricité, donc ça rend les gens un peu dépendants parce que au moins, ils peuvent faire confiance qu'ils vont pouvoir cuire leur nourriture avec le charbon de bois. Aussi, avec l'augmentation récente des prix de l'énergie électrique, ça fait en sorte que beaucoup de gens qui utilisaient le poêle électrique, maintenant, ont retourné vers l'utilisation du charbon de bois à cause des coûts. Donc,
Pour réduire la déforestation, la Zambie a établi une stratégie nationale. Puis, dans cette stratégie nationale-là, c'est vraiment de pouvoir réguler la production de charbon de bois, d'énergie du bois, et puis d'améliorer son utilisation, puis aussi de fournir des énergies alternatives. Donc, il y a beaucoup de préoccupations sur le charbon de bois comme étant une source de déforestation. Donc, ce qui est un peu inquiétant, par contre, c'est que toute la production n'est pas suivie, surtout illégale, pas quantifiée. Donc, c'est vraiment difficile de savoir est-ce que les ressources sont suffisantes pour maintenir l'approvisionnement dans le long terme. Donc, un des aspects qu'on voulait vérifier avec cette recherche, c'est pour voir quel est le moteur qui est sous ça. Est-ce que c'est vraiment les fermiers qui vont couper la forêt pour l'agriculture et qui vont produire du charbon de bois comme un produit dérivé pour faire un peu d'argent à travers ça, ou encore si c'est vraiment la production, la coupe forestière pour l'énergie, donc dont le produit principal serait le charbon de bois. Donc, à ce moment-là, on a une activité qui est supplémentaire, qui cause des impacts supplémentaires à la déforestation qui est causée par l'agriculture. Donc, cette information-là est essentielle à avoir pour développer des politiques qui vont pouvoir vraiment avoir un impact puis pour réduire la déforestation. Donc, le travail qu'on a fait, ça a été d'aller dans une zone de production, là, de haute production. Donc, une zone qui est située à environ 3-4 heures de la capitale. Donc, on a utilisé des inventaires forestiers avec une équipe locale, une enquête auprès des producteurs, puis aussi la télédétection pour voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau global. Donc, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a établi des sites. On a établi plus de 140 sites dans différents secteurs, sous différentes propriétés foncières. Donc, là-bas, on en a établi sur des terres publiques, donc en réserve forestière ou Game Management Area, zone d'aménagement de la faune. En terre privée, puis en terre coutumière pour pouvoir comparer les pratiques, les impacts. Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'intérêt de développer une approche de télédétection, c'est que le paysage zambien est assez complexe. Donc, ça mélange la déforestation pour les terres agricoles en même temps que pour le charbon de bois. Donc, on veut pouvoir le comprendre. Juste ici, vous voyez que c'est des impacts quand même à petite échelle. En zone bleue, c'est les zones de contrôle, donc qui n'ont pas été coupées. Puis en zone rouge, c'est les zones qui ont été coupées et où il y a eu de la production de charbon de bois. Donc, qu'on a visité, qu'on a mesuré sur le terrain. Donc, c'est vraiment des zones qui sont, ici, c'est beaucoup des zones d'expansion agricole qui se font, là, mélangées. Donc, ça se produit, c'est un paysage complexe. Donc, pour pouvoir le comprendre, on est allé sur le terrain. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les moteurs de la déforestation puis les impacts diffèrent beaucoup entre les types de propriétés foncières. Donc, entre les terres coutumières, les terres privées, puis les terres publiques. Donc, ce qu'on a vu, c'est que en terres coutumières et publiques, c'est beaucoup l'agriculture, l'expansion agricole qui est le principal moteur là, de la coupe forestière.
Et puis, la production de charbon, de bois, c'est vraiment juste un produit dérivé qui se produit, mais le but principal, c'est vraiment pour l'agriculture. Donc, ici, on voit, ça va être une terre agricole quand même à grande échelle. Là. On ne voit pas nécessairement tout l'étendue, mais il y a définitivement beaucoup de déforestation. Par ailleurs, quand on regarde en terre, en réserve forestière, donc en aire protégée, il y a énormément de production de charbon de bois. Et puis, c'est seulement pour l'énergie parce que l'agriculture est interdite. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de surveillance et que ça prend beaucoup plus de temps pour un fermier d'avoir le maïs qu'il va planter, donc ça prend plusieurs mois. Pour le charbon de bois, ça prend quelques semaines. Donc, les producteurs vont illégalement dans les réserves forestières produire du charbon de bois qui s'en va vers la ville pour approvisionner la demande urbaine. Donc, c'est un effet significatif là, au niveau des moteurs de déforestation. Donc, ici, juste pour vous donner un exemple, la progression en 1 an de la production de charcoal, de charbon-bois dans un des secteurs, on voit que ça avance quand même assez rapidement dans la réserve forestière. Donc, il y a quand même beaucoup d'impact à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la biomasse? Que les réserves forestières, en général, avant la production, ont significativement plus de biomasse qu'en terre privée. Puis, en terre coutumière aussi, c'est plus élevé. La perte de bois causée par la production de charbon de bois est à peu près la même. C'est environ 50% de la perte. Puis, ce qui reste, c'est beaucoup, on voit une différence significative pour les réserves forestières qui sont des terres publiques. Et puis, c'est beaucoup parce que dans ces coins-là, ça ne va pas être pour l'agriculture. Donc, il y a plus de débris ligneux qui restent sur le site. Donc, voici un exemple des débris ligneux qu'on va trouver sur le site. Et puis là, évidemment, ça va augmenter la possibilité, la susceptibilité au feu intense. Donc, au niveau des impacts, on voit aussi les plus grandes zones d'impact en terres coutumières et réserves forestières. Donc, on a aussi pu collecter des points, là, des données GPS sur les différents fours à charbon de bois un peu partout, dans les différents types de ténures. Et puis, on a mesuré avec les GPS les zones d'impact par la production, pour la production de charbon de bois. Ce qu'on voit aussi, c'est que les réserves forestières ont plus de nombre d'espèces d'arbres, donc ont une plus grande diversité au nombre d'espèces d'arbres. C'est aussi plus grand en terre coutumière. Les espèces qui sont extraites, c'est beaucoup les espèces dominantes qu'on va trouver pour le Miombo, la forêt de Miombo. Donc, c'est surtout une coupe qui n'est pas trop sélective. Si on regarde les espèces, c'est toutes les espèces dominantes. Le niveau de diamètre des arbres qui sont extraites, c'est vraiment tous les types de diamètre sont extraites. Donc, à partir de 10 cm de diamètre.
Puis, c'est ça, on voit qu'il y a plus de coupe sélective qui se fait en terre coutumière et moins qui se fait en terre privée. Donc, les terres privées, on voit que c'est vraiment considéré comme des terres qui sont dans le but de développer de l'agriculture intensive. Donc, les impacts sont plus grands. Donc, juste pour vous donner aussi une idée, avec l'enquête aux producteurs, on a pu parler avec eux. Là, je vous donne juste un cas pour comparer l'agriculture et le charbon-bois. Donc, j'ai parlé à mon ami Humphrey, une ferme de 3 hectares, puis on a regardé ensemble quels sont les coûts pour lui sur sa ferme pour avoir 3 hectares de maïs planté. C'est quoi ses revenus? Donc, avec les revenus qu'il puisse faire de ces 3 hectares de maïs, c'est vraiment faible comparativement à ce que quelqu'un peut faire avec le charbon de bois. Ça, c'est un cas un peu médian, là. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence au niveau des revenus. Donc, ça crée un incitatif. Malgré que les gens sont, en général, aucun des producteurs nous a dit qu'il trouvait que c'était une bonne opportunité de faire du charbon-bois. Pour des raisons de santé, pour des raisons de difficulté du travail. Vraiment, ce n'était pas un travail qui est apprécié, là. Donc, à l'heure actuelle, donc ça, ce que je vous ai présenté, c'est déjà en révision. C'est un article qui a été soumis. Un autre article sur lequel je travaille, c'est vraiment pour utiliser les données de terrain et la télédétection pour pouvoir évaluer les impacts pour toute la zone. Donc, j'utilise des images sentinelles pour la période où on était avant, après le travail de terrain, pour une période de temps au début de la saison sèche, où est-ce qu'il y a un bon contraste entre la forêt puis les prairies, donc l'herbe. Donc, ce qui a été complété à l'heure actuelle, ça a été vraiment d'évaluer, de pouvoir catégoriser les différentes zones, donc des zones qui ne sont pas forestières, des zones qui sont forestières qui sont pas stables, puis les zones d'impact. Donc, à travers ça, on peut voir qu'il y a quand même énormément de déforestation là, dans la zone. Puis ça va être vraiment intéressant de pouvoir regarder quelle est la fraction qui est des terres qui est pour le charbon-bois et de la déforestation qui est pour l'agriculture. Donc, ça, c'est vraiment encore une question. Et puis, la prochaine phase, maintenant, je suis en train de pouvoir détecter les fours en tant que tels. Donc, on peut voir sur les images de haute résolution, PlanetScope, qu'on peut observer les fours de production. Donc, ça nous donne un bon indice pour savoir si la déforestation a amené à de la production de charbon-bois ou pas. Donc, juste pour résumer un peu, les impacts se font sur la biomasse, sur la diversité des arbres. On voit qu'il y a une différence à travers de la production de charbon-bois dans les terres coutumières privées et les réserves forestières. Il y a beaucoup d'impacts directement causés par la production de charbon-bois en terres forestières. Puis, c'est surtout l'agriculture en terres coutumières et privées. Donc, jusqu'à présent, on a pu trouver que les images Sentinelle-2 sont adéquates pour pouvoir détecter la production de charbon-bois dans ce paysage assez complexe, agriculture, charbon-bois. Donc, les implications, c'est vraiment pouvoir évaluer où est-ce que ça s'en va
cette production-là, quels sont les taux d'extraction pour pouvoir évaluer si une production d'énergie durable. Parce qu'à l'heure actuelle, vraiment, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un taux d'avancement qui est assez rapide. Donc, je remercie tous ces partenaires qui m'ont aidé dans ce travail. Il y a les différentes institutions. Et puis, je vous remercie d'avance pour votre intérêt, vos questions. Bien, merci beaucoup, Dr. Joanne Pelletier, pour cette belle présentation, très bien illustrée, très pédagogique, en passant, sur les deux grands moteurs de la déforestation en Zambie, qui sont donc l'agriculture et donc l'androénergie. Donc, j'ai beaucoup aimé les belles images de l'écosystème Yombo de l'Afrique australe, donc de la Zambie. C'est un écosystème très important pour tous ces peuples-là qui vivent là. Vous avez mentionné qu'il était réparti dans 7 pays, presque 270 millions d'hectares. Bien. Donc, nous allons passer à la période des questions. Maintenant, je crois que nous avons actuellement 26 participants, si je ne me trompe. Je crois qu'on peut passer par lever votre main et puis on vous donne droit de parole, si vous me permettez. J'espère que je serai en mesure de bien voir ça là. Allez-y, s'il y a quelqu'un qui peut ouvrir la séance de questions. Ou bien si votre caméra est allumée, vous pouvez toujours lever la main et je pourrai vous voir alors. Sinon, il y a un menu sur la plateforme qui fait aussi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non? Bon, je ne vois pas encore personne. Sinon, vous parlez alors. Moi, j'aurais une question, si vous me permettez, Joanne. Oui. L'intensification de l'agriculture, le gouvernement zambien alors subventionne les intrants, n'est-ce pas? Oui. Inorganiques, donc les fertilisants chimiques, qui vont avoir un impact négatif sur le sol et l'environnement. Et puis, vous avez mentionné qu'il y avait un problème. Un des problèmes, c'est le manque de matière organique. Alors, je ne comprends pas. Je sais qu'il y a un bureau de l'ICRAF en Afrique australe. Je crois que c'est au Malawi. Est-ce qu'il n'y a pas de travaux d'ICRAF pour introduire la biomasse végétale, les arbres dans le champ, pour augmenter la matière organique, tout justement? Oui, bien, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est beaucoup des solutions one size fit all. C'est comme une même solution pour tout le monde. Donc, mais on voit que les conditions sont très différentes. Donc, par exemple, pour les zones de faible pH, les fermiers auraient avantage à utiliser des pratiques soit agroforestières ou d'utiliser de la chaux pour baisser l'acidité du sol. Puis on voit aussi que les petits producteurs, à cause du manque de matière organique, ils n'arrivent pas à bénéficier de leur application de fertilisants inorganiques. Donc, les fertilisants inorganiques qui ont été développés pour des conditions de sol qui ont une bonne quantité de matière organique. Donc, on voit que les effets ne sont pas assez marqués. Donc, vraiment, les politiques ont été les recommandations ont été aux agriculteurs, mettez 2 sacs de tel, 2 sacs de... Donc, c'est vraiment pour tous les mêmes recommandations. Et puis ça, c'est un problème parce que ça ne répond pas aux conditions écologiques
ou de sol que les fermiers ont. Donc, définitivement, souvent, il y a beaucoup d'études dont je n'ai pas parlé qui montrent que l'utilisation des fertilisants inorganiques à des niveaux qui sont suggérés par le gouvernement, ils ne sont pas du tout profitables pour les fermiers parce que la courbe de croissance ou le gain de croissance dont ils bénéficient est trop faible pour le coût des intrants inorganiques, des fertilisants inorganiques. Donc, c'est un problème. Une autre approche qui est très intéressante et puis qu'on est en train de tester avec un collègue, c'est par rapport à la conservation agriculture, donc agriculture de conservation. Donc, c'est basé sur 3 pratiques, donc minimiser les perturbations du sol, maintenir les résidus agricoles, puis pas utiliser de feu. Donc, ces approches-là sont en train d'avoir des bénéfices autant sur les gains en rendement agricole que sur la fertilité des sols en tant que telle. Donc, augmentation de la matière organique des sols. Donc, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a une main levée. Oui. Mais je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas s'il y a une façon d'enlever le. Oui. Oui, c'est ça. Je pense que tout le monde était. Allô? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous connaissez la Peut-être vous pouvez vous réceptivité présenter d'abord. Hein? Ah oui, pardon. C'est Marie Dromain, je suis en maîtrise d'agroforesterie et je suis les cours de Damas et Cassa. Oui, allez-y. Et donc, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous connaissez la réceptivité des graines améliorées par les habitants, en dehors des questions de rendement et de production, est-ce qu'elles sont bien reçues? Oui, bien, le problème un peu avec les graines améliorées, c'est que récemment, le gouvernement a fait des changements à son programme de subvention. Puis au lieu de donner, bien, je ne dis pas que c'est un problème en tant que tel, je pense que c'est une bonne flexibilité du gouvernement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent une carte pour aller pour le fermier qui peut utiliser, c'est comme des sous qu'il peut aller utiliser chez quelqu'un qui fournit là, des intrants agricoles ou différents. Donc, ça donne des subventions qui permettent de diversifier. Par contre, ce qui a été remarqué par les chercheurs qui étudient ces changements de programme-là, c'est que les gens l'utilisent surtout pour du fertilisant et non pas pour les graines, donc pour les semences. Donc, on a vu une baisse de l'achat de semences améliorées, alors que c'est le plus abordable au niveau du prix. Mais je pense que c'est vraiment que c'est plus abordable et c'est moins dommageable sur l'eau. Donc, il y a vraiment un enjeu ici, je pense, par le manque d'informations sur l'aspect positif des semences améliorées. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense, au niveau de l'extension pour informer les petits fermiers. Mais juste pour préciser, c'est une question qui me revient souvent. Quel genre de semences améliorées? Là, c'est vraiment des semences hybrides. Donc, la Zambie n'accepte pas des organismes génétiquement modifiés. Donc, juste pour le spécifier, là, c'est quand on parle de semences améliorées ici qui a été testée, c'est les semences de maïs hybrides. Bien, merci, Dr. Pelletier. Y a-t-il une autre question, une autre main levée?
C'est Jean-Marc que j'aimerais poser une question. Oui, allez-y, Oui. Jean-Marc, oui. Oui, bonjour Joanne. Bonjour, Jean-Marc. Oui, merci pour la présentation et les données actualisées sur les myomes zambiens. Ça sera utile pour d'autres myomes comme celui du Katanga à côté. Ma question réside sur l'avenir de plantations industrielles. Est-ce possible, par exemple, les forêts claires dégradées, qu'elles soient converties en des plantations industrielles en choisissant les meilleures espèces productives, soit ici de la forêt claire Miombo ou alors peut-être des espèces exotiques? Est-ce que c'est possible d'aller vers cette... Oui, il y a beaucoup de tests qui sont faits là, à l'heure actuelle, des projets pilotes pour voir si des espèces, des plantations d'espèces à croissance rapide. Mais si on parle avec des chercheurs comme, je ne sais pas si vous connaissez sûrement Emmanuel Chidumayo, Oui. qui a travaillé depuis des décennies sur cet enjeu, il fait remarquer qu'auparavant, il y avait une gestion de la forêt de Miombo. Parce que, comme vous savez aussi, la capacité de regerminer ou de recroître au niveau de la souche, donc c'est de pratiquement toutes les espèces d'arbres, ça donne une capacité de pouvoir aménager ces forêts-là, puis de faire des coupes rotatives pour la production. Donc ça avait été testé, mais ces sites-là ont été abandonnés quand il y a eu des réformes du gouvernement. Puis au niveau des plantations, c'est encore vu comme cher parce que la compétition est déloyale parce qu'en fait, c'est encore juste, il y a beaucoup de projets pilotes, mais ça n'arrive pas à compétitionner avec une production illégale qui se fait à accès ouvert. Donc, comme il n'y a pas vraiment, je pense que pour pouvoir rendre les plantations intensives rentables, il faut qu'il puisse vraiment y avoir de la surveillance. En Zambie, c'est évalué que plus de 95% du charbon de bois est produit de façon illégale, donc sans permis. Normalement, les gens peuvent avoir un permis de production et de transport, mais la grosse majorité se fait sans surveillance, sans permis. Donc, ça rend la viabilité économique des plantations, ça les rend non viables. Mhm. Oui. OK. Merci. Merci. Oui. Est-ce qu'il y aurait une autre question, une autre main levée? Oui, ici c'est Rodrigue Dassi. Rodrigue, oui, bonjour Rodrigue. Oui. Oui, bonjour. Rodrigue Dassi, étudiant au doctorat avec le prof Damas Kassa. Merci beaucoup de votre présentation. Je voulais savoir, est-ce que pour la déforestation, vous avez pu évaluer l'impact de cette déforestation sur le potentiel de séquestration de carbone des sols de votre zone d'étude? Des sols, vous avez dit? Oui. Ça n'a pas encore été évalué, mais c'est quelque chose qui est dans les cartes parce qu'à l'heure actuelle, ce dont je n'ai pas parlé, je travaille sur un projet en collaboration avec le département forestier. Donc, ils ont collecté des échantillons de sol et puis on les a fait analyser à l'Université Cornell et au Woodsole Research Center pour analyser le contenu en carbone, les nutriments, puis d'autres propriétés. Puis on va faire des cartes de sol, des nouvelles cartes pour le pays. Puis à partir de ces cartes-là, on va évaluer, les cartes vont nous donner une idée des contenus en carbone. Puis on va aussi évaluer c'est quoi les potentiels d'atténuation des changements climatiques par les sols. Donc, c'est pour fournir cette information-là pour supporter la prise de décision au gouvernement. Donc, ça va être c'est quelque chose que le gouvernement avait jugé important à faire. Donc, quelque chose qui
qui voulaient effectuer. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Joanna. Pour revenir encore à la question de matière organique, là, Oui. Ou du carbone dans le sol, je ne sais pas si dans vos projets à venir ou s'il y a eu déjà des tests sur les amendements par les biochars. Oui, il y en a eu. C'est clair que c'est une approche qui a du potentiel, mais ce n'est pas une approche qui est beaucoup utilisée. Mais même dans les sites les sites restants de charbon-bois, on peut voir qu'il y a comme un gain de productivité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais, Donc, donc clairement, il y a un potentiel. Tu sais, Ouais. Mais je pense que ce n'est pas dans les pratiques communes encore. Je crois que c'est vers là, moi, je pense qu'il faudrait aller. À mon point de vue, plutôt que d'amener disons, des engrais. Oui, bien, clairement, je pense que le coût des engrais inorganiques et le faible succès, ça amène clairement à la recherche de d'autres solutions, là. Donc, je pense qu'il y a quand même un succès intéressant avec Conservation Agriculture. Donc, il y a des gros projets qui ont été établis dans la zone est de la Zambie, près du parc national South Luangwa. Donc, il y a plus de 200 000 agriculteurs qui ont adopté la Conservation Agriculture. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. L'agriculture de conservation. Agriculture de conservation. Donc, puis aux alentours, dans les zones du parc national Kafue aussi, donc dans la zone un peu plus à ouest. Donc, c'est vraiment l'adoption se fait, mais ça peut être lent, puis souvent, il faut répéter les formations parce que c'est quand même complexe. C'est beaucoup d'approches que le fermier veut utiliser, puis donc, il faut convaincre, il faut essayer. Puis, les rendements, tu sais, les résultats avec l'application de l'agriculture de conservation, ça prend environ 5 ans selon les études pour pouvoir vraiment voir les effets bénéfiques. Donc, ça demande de pouvoir persister. C'est ça. Il y a un de nos étudiants, d'ailleurs, Rodrigue, qui vient de te poser la question, et il travaille sur ces problématiques-là avec l'utilisation de BRF, le bois raméo fragmenté, que tu connais certainement. Le bois raméo fragmenté, oui. Donc, Rodrigue travaille là-dessus. Ah, bien, je vais être très intéressée d'en savoir plus. Quand il y a des résultats, bien, je vais être intéressée à avoir, en savoir plus. Oui, au Bénin. C'est très intéressant. Oui. Est-ce qu'il y avait un très beau centre qui faisait ça au Zimbabwe, hein, avant qu'il y ait cette crise-là avec Mugabe. Et donc, le Zimbabwe était quand même un pays très avancé en agriculture de conservation. Je ne sais pas si tu as déjà visité la Zambie, le Zimbabwe. Le Zimbabwe, non, je n'ai pas eu la chance. Mais j'ai lu des articles sur l'agriculture de conservation avec les tests au Zimbabwe. C'est ça, oui. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance. OK. Il est présentement 1h11. Alors, on peut encore vous donner, s'il y a une autre question, une dernière peut-être, pour aller jusqu'à 1h15, là, parce que dans 45 minutes, on devrait commencer la soutenance de la thèse de Jean-Marc. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question dans l'audience? Il reste encore 11 personnes. Bien. Je crois qu'ils ont épuisé toutes les questions que l'audience avait. Donc, je voudrais encore une fois, Joanne, te remercier d'avoir accepté de... Oh,
OK. Oui, C'est bien. je suis toujours là. Vous êtes toujours là, OK, parce que j'ai vu que l'écran était disparu, mais tu as cessé de partager l'écran. Oui, donc, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté de venir nous parler de ta recherche en Afrique australe, tout spécialement dans l'écosystème Yombo de la Zambie. Ça a été vraiment très éclairant, très inspirant, très clair pour nous. Je Merci.